Bonjour, je suis Nesma Jroundi, je suis experte en développement durable. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai d'abord commencé ma carrière professionnelle dans le milieu diplomatique, à l'ambassade du Royaume du Maroc en France, puis à l'UNESCO. J'ai aussi travaillé dans un think tank Euromed qui travaillait sur les problématiques liées à l'eau, l'énergie et l'agriculture dans le bassin méditerranéen. J'ai ensuite rejoint le Conseil économique, social et environnemental de retour au Maroc en 2014. J'étais l'experte permanente de la Commission de l'environnement et du développement durable, pendant laquelle j'ai travaillé sur les politiques publiques liées à l'environnement et au développement durable. Après 7 ans à ce poste, j'ai lancé mon cabinet de conseil et d'expertise sur le développement durable. Pourquoi j'ai choisi ces sujets? Parce qu'il y a une diversité de sujets, mais aussi il y a une urgence pour répondre aux enjeux du climat, pour pouvoir justement assurer un avenir meilleur aux générations futures. Quand on parle de changement climatique, c'est surtout le dérèglement climatique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des épisodes et des phénomènes extrêmes qui vont se multiplier. C'est-à-dire qu'on va passer de périodes de sécheresse prolongée et puis quand on va avoir de la pluie, ça va être des inondations. Donc ce sont ces phénomènes extrêmes qui vont se multiplier, qui vont devenir de plus en plus fréquents. Donc c'est ça le changement climatique. En fait, au Maroc, quand on a eu 7 années de sécheresse consécutive, on a tout de suite compris que ce n'était plus juste un sujet lointain, mais qui concerne la réalité des Marocains. D'abord dans le milieu agricole, parce que la sécheresse a bien évidemment impacté la campagne agricole, les récoltes, et du coup c'est devenu d'abord un sujet de sécurité alimentaire. Au-delà de la préservation des ressources naturelles, de la gestion des ressources en eau, mais il s'agit de sécurité alimentaire et par conséquent aussi de migration climatique, parce que du coup ça engendre le déplacement des personnes du milieu rural vers le milieu urbain et puis aussi des pays d'Afrique subsaharienne vers les pays du Nord. La transition énergétique, donc c'est le passage vers des énergies renouvelables, c'est important mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas parler de transition énergétique sans parler d'efficacité énergétique et surtout de sobriété énergétique. Avec le développement de la population et le développement économique, nous allons avoir besoin de plus en plus d'énergie pour accompagner notre développement, mais c'est important que ce développement se fasse de manière sobre et responsable. Donc la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut vraiment faire aussi attention à la sobriété énergétique, mais aussi à tout ce qui accompagne cette transition énergétique, les systèmes de transport, des systèmes intelligents, la consommation des citoyens, que les citoyens soient responsables par rapport à leur mode de consommation pour pouvoir assurer un développement durable. Chaque pays a une transition différente. Bien sûr, ça dépend de son contexte géographique, économique. Et ça dépend aussi de son niveau de développement et des moyens qu'il peut mettre pour assurer cette transition. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité historique mais différenciée, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables des effets du dérèglement climatique, mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour pouvoir financer cette transition. Et c'est pour cela que les pays du Nord accompagnent les pays du Sud avec la finance climat. Donc ce sont différents outils qui permettent aux pays les moins avancés de faire appel à cette finance internationale qui existe sous différentes manières, donc qui existe avec des prêts de bailleurs de fonds internationaux, mais aussi des lignes budgétaires des banques commerciales traditionnelles. Dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national, c'est-à-dire les engagements du Maroc pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il y a une partie qui est inconditionnelle, donc qui est prévue dans la loi de finances du pays, et il y a une partie qui est conditionnelle, donc qui est conditionnée au financement international. Il y a aussi tous les mécanismes liés à la finance carbone, donc les pays qui émettent plus d'émissions de gaz à effet de serre vont acheter des unités évitées dans les pays du Sud, et ce financement va permettre justement de financer la transition énergétique
des pays en voie de développement. Le Maroc a une position de leader à l'échelle africaine. Il était un des premiers à avoir communiqué sa contribution nationale déterminée avec un objectif de réduction aujourd'hui à date dans la contribution déterminée au niveau national qui a été soumise en septembre dernier de 53% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un objectif très ambitieux. Le Maroc était aussi un des premiers pays à avoir une station solaire de la taille de Norour-Zazet, qui était une première mondiale à l'époque. Même si aujourd'hui il y a de nouvelles technologies qui sont sur le marché, le Maroc continue sur cette lancée de leader en matière de transition énergétique et d'énergie renouvelable. Il faut savoir que le Maroc a une richesse d'énergie renouvelable qui est exceptionnelle. Nous avons un des meilleurs rendements au monde de complémentarité entre le solaire et l'éolien, qui fait qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables produites au Maroc sont des plus compétitives au monde. Dans le cadre de sa stratégie énergétique nationale, donc le Maroc ambitionne d'atteindre 52% de capacité électrique installée de sources renouvelables, ce qui est très ambitieux et qui est faisable et réalisable. Nous allons l'atteindre en 2030 et peut-être même avant. Donc ça, c'est sur le côté électrique. Je pense qu'il y aura plus de défis pour réduire les émissions du secteur du transport et aussi du secteur industriel. Donc je pense qu'il faudra réfléchir à des sources énergétiques plus sobres en CO2 et aussi plus innovantes. Les négociations climatiques, c'est beaucoup de discussions et beaucoup de pression des différents groupes de pays. Donc bien sûr, chacun essaie de défendre ses intérêts, son économie. Il faut aussi savoir qu'il y a énormément de lobbies qui sont derrière, notamment des grands producteurs d'hydrocarbures. Donc, mais il y a aussi une question de financement qui est importante et qui est négociée au niveau des COP, au-delà des autres questions liées à la réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation, la transition juste et les pertes et préjudices. Malheureusement, avec les contributions déterminées actuelles, nous allons dépasser les 2,5 degrés, ce qui serait catastrophique pour la biodiversité, pour le climat. Il faut absolument accélérer la cadence des réductions des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir justement garder espoir de moins d'impact sur la planète. Malheureusement, ce sont les pays qui émettent le moins qui souffrent le plus des effets néfastes du changement climatique. Aujourd'hui, ce sont les pays les moins développés qui n'ont pas les infrastructures nécessaires pour faire face aux impacts, aux tempêtes, aux inondations, aux longues vagues de sécheresse. Donc tous ces événements extrêmes sont difficiles pour les pays qui n'ont pas les moyens de s'adapter. D'où la nécessaire finance climatique qui accompagne justement les pays du Sud à pouvoir faire face aux événements extrêmes du dérèglement climatique. Donc oui, on n'a pas tous les mêmes conséquences et pas tous les mêmes effets. C'est pour ça qu'il y a un concept de justice climatique. Et puis souvent, les populations les plus vulnérables sont celles qui souffrent le plus des effets néfastes du changement climatique, les femmes, les enfants, les populations dans le milieu rural qui souffrent de ce dérèglement climatique. Oui, je pense que ce concept n'est pas assez compris. Souvent, on a l'impression que la justice climatique est quelque chose de très loin par rapport à notre quotidien. Or, aujourd'hui, la justice climatique, ça impacte la sécurité alimentaire, les ressources hydriques, donc ça impacte vraiment le quotidien des citoyens. Et malheureusement, ce concept n'est pas assez, on va dire, diffusé et n'est pas assez accessible pour l'ensemble de la population.
Aujourd'hui, les citoyens ont un rôle important dans le sens où ils sont responsables de leur mode de consommation et de leur mode de production, mais ils sont aussi responsables pour diffuser l'information, la rendre plus accessible. La jeunesse a un rôle important parce que ce sont les premiers à être concernés par le futur, d'où l'importance vraiment de sensibiliser et d'éduquer à l'environnement et au développement durable dès le plus jeune âge, justement pour pouvoir modifier les comportements et les rendre plus responsables. Je pense que les trois sont très importants. La sensibilisation, diffuser l'information, sensibiliser, informer. L'information, le plaidoyer, il faut défendre justement ces idées et ces principes. Et aussi l'action locale parce que c'est au niveau des territoires qu'on voit naître les projets qui ont le plus d'impact et ce sont avec des actions concrètes sur le terrain qu'on peut avoir des résultats importants et concrets. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on va devoir accélérer la cadence. Il faut absolument qu'on aille plus vite et que nos ambitions soient plus grandes, qu'on puisse réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Sinon, on ne va pas pouvoir maîtriser le dérèglement climatique, on ne va pas pouvoir maîtriser les impacts sur les écosystèmes. Donc il faut accélérer la cadence. Mais en même temps, je garde espoir parce que j'ai confiance en la jeunesse marocaine, en ses capacités d'innovation, de solutions intelligentes. Aujourd'hui, il y a une mobilisation énorme à travers les réseaux sociaux, à travers la facilité d'accès à l'information et de diffuser cette information. Donc, gardons espoir par rapport à une jeunesse qui soit plus sensible et qui soit actrice et moteur d'un changement durable. Je dirais que le sujet de la transition énergétique et du climat n'est pas un sujet d'expert, c'est un sujet de monsieur tout le monde ou madame tout le monde. C'est un sujet qui nous concerne tous dans notre quotidien, dans notre manière de consommer, de nous déplacer, de produire. Je pense qu'on doit tous être responsables et puis ça nous permettra d'être au rendez-vous et de pouvoir laisser à nos enfants une planète propre et viable. Je suis ravie de pouvoir participer dans ce podcast spécialisé sur le développement durable. Je tiens à vous féliciter pour cette initiative et j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on puisse multiplier parce que c'est très important de pouvoir sensibiliser les citoyens à ces sujets, que ça ne reste pas dans la sphère de l'expertise, que ça arrive à tout à chacun, à nous tous, quel que soit notre âge. Nous avons besoin d'avoir accès à ces informations justement pour pouvoir les implémenter dans notre quotidien et faire en sorte que nos enfants, les générations futures, soient sensibilisés dès le plus jeune âge pour pouvoir justifier un changement de comportement. On a été pendant des années, des décennies, des générations menées par une production excessive et non respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous pourrons atteindre nos objectifs tout en ayant un développement durable.